Maman Nicole, la biographie de Nicole Pajot, écrit et lu par Denis Martin Chabot. Prologue, les Rwandaises. Leur tête porte le poids du monde. Leur nuque musclée, leur dos bien droit, elles avancent lentement, d'abord pour maintenir leur équilibre, et aussi pour ne pas s'épuiser dans la chaleur écrasante. Chargées de lourds paniers remplis de fruits et de légumes achetés à fort prix au marché de Kimironko, elles déambulent le long de la route, évitant les autos, les minibus, les camions et les motos, se disputant la voie. Malgré d'intenses négociations pour en réduire le coût, elles ont payé leurs achats à la sueur de leur front. Certaines ont confectionné des produits d'artisanat, des paniers ou des vêtements, d'autres du pain sans levain, d'autres encore de la farine d'arachide qu'elles ont dû écouler d'abord. D'autres financent le budget familial avec leur corps, pourtant déjà fatigués par la multitude de grossesses subies depuis leur mariage, la progéniture étant le but unique de leur triste existence. Malgré tout, elles sourient de toutes leurs dents étonnamment blanches, alors que leur alimentation se compose de beaucoup de sucre. Le fructose ou le glucose sont un apport calorique facile d'accès et rapide pour ces dames, ne pouvant autrement se procurer de la nourriture saine et équilibrée. Quand elles arrivent à la maison, une flopée d'enfants les attend, trop de petits pour leurs maigres moyens. La contraception étant découragée par leur foi et leur tradition, elles donnent naissance à répétition, ne sachant plus comment elles nourriront ces bouches supplémentaires. Déjà éreintées par leur dure journée, s'étant réveillées aux premières lueurs pour préparer la bouillie matinale, mélange de farine de sorgho, de maïs et d'eau qu'elles font cuire avant de s'en aller au marché, puis ayant passé le matin à argumenter et négocier, d'abord pour vendre leurs produits, puis s'acquitter de la location de leur kiosque et enfin payer les denrées qui serviront à cuisiner le souper, elles doivent s'adonner au retour à leurs très nombreuses tâches domestiques, cuisine, vaisselle, lavage, nettoyage et reprisage. Puis pour celles qui se sont remariées, une dernière obligation à accomplir, le devoir conjugal. Malgré leur épuisement, il n'est pas question de priver leur mari de son dû, même au risque de donner naissance à un enfant de plus. De trop, car la pauvreté et la misère les accablent. Elles ont beau croire que Imana, Dieu, s'occupera de tout, qu'il veillera à subvenir à leurs besoins au fur et à mesure qu'ils se présenteront, elles se prisent souvent d'un repas, parfois 2 et même 3, pour s'assurer qu'il y a assez de nourriture pour les mômes et leur homme. Victimes du pire génocide depuis la Deuxième Guerre mondiale qui a fait 800 000 morts en 4 mois, elles en portent encore les marques physiques et psychologiques. Note de bas de page. Rapport de la Commission indépendante d'enquête sur les actions de l'Organisation des Nations unies lors du génocide de 1994 au Rwanda, 15 décembre 1999, page 3. Certaines ont été battues et même violées. Aujourd'hui, plusieurs vivent avec le sida. Elles ont toutes été témoins d'atrocités. Plusieurs enfants ont été violentés et agressés, quelques-uns tués sur leurs yeux. Et souvent, leurs conjoints ont été assassinés. Remariées, pas toujours pour le meilleur, mais souvent pour le pire, elles composent en plus avec leur traumatisme qui les afflige depuis. Comment font-elles pour continuer, pour ne pas se décourager et se jeter d'un pont, pour ne pas s'étendre sur l'asphalte et se laisser mourir, comme le dirait la serveuse automate de Luc Plamondon? Note de bas de page, complainte de la serveuse automate, 1978, paroles de Luc Plamondon, musique de Michel Berger, tirée du spectacle musical Starmania. Comment? Bien des hommes plus forts, plus en santé, n'auraient pas pu passer au travers. Les Rwandaises soutiennent bravement le poids de leur monde sur leur crâne, alors que leur cœur meurtri pèse encore plus lourd, mais leur dos est droit et leur tête est haute. Elles avancent, fières et stoïques, comme si la dignité ne connaissait pas la misère.
Chapitre 1. Bernadette, Salam, Esther et les autres. Nicole Pajot vient de passer une longue nuit de cafard. Elle a mal dormi parce qu'elle est grippée, ayant contracté un virus juste avant le long périple l'amenant à Kigali, et aussi parce qu'elle est en état de choc. La femme de 60 ans se rend compte tout à coup de l'aventure dans laquelle elle vient de se lancer. Mais il est trop tard pour reculer. Elle habite chez Francine Umuoza Ngezahayo, la sœur d'une collègue à Edmonton. Celle-ci vit dans le quartier Kanombe, près de l'aéroport. Francine lui présente son petit cousin, Rodrigue Owimbabazi. Ce dernier est orphelin. On lui a dit que son papa, militaire du Fonds patriotique rwandais, a été tué pendant la guerre civile qui a suivi le génocide. Rodrigue est âgé de 5 ans. Réfugié au Burundi, sa mère et lui retournent au Rwanda 3 ans plus tard. Celle-ci meurt des suites d'une courte mais fulgurante maladie. Il se retrouve sans parents à l'âge de 12 ans. Il vit chez son grand-oncle, qui est également père du mari de Francine. Je le trouvais charmant, gentil. Il chantait et il jouait du tambour. Il m'accompagnait quand j'allais visiter les mamans. Il a été mon premier traducteur, raconte Nicole. Ne sachant où commencer, elle part de porte en porte dans le village de Kimironko à la recherche de femmes qui auraient besoin de ses services. Le jeune homme, maintenant âgé de 14 ans, parle très bien le français, l'anglais, le Kinyarwanda, en plus du Swahili, langue bantoue parlée en Ouganda et au Kenya, le Kurundi, langue parlée au Burundi, le Lingala, parlé en République démocratique du Congo. Grâce à son aide, elle va rencontrer des veuves rescapées du génocide. Elle fait connaissance avec plusieurs femmes aux histoires tragiques. Après avoir été battues, violées et laissées pour compte, elles vivent dans des circonstances tristes, dans une pauvreté extrême, comme des moins que rien. Parmi celles-ci, Bernadette Oumoubiéyi. Elle doit avoir 96 ans à l'époque. Personne ne le sait exactement parce que ses papiers, dont son certificat de naissance, ont été égarés. Ou encore, elle n'en a jamais eu. Bernadette et sa famille s'entassent dans une maison sans eau courante, sans électricité, sans meubles. La vieille dort sur une couverture défraîchie étalée sur le plancher de terre battue. Se relevant péniblement pour saluer les visiteurs, elle trouve le moyen de leur sourire et de les bénir, les remerciant de penser à elle. Malgré les conditions d'hygiène parfois douteuses, la dame sent bon le lait et le sucre. Ses cheveux blancs sont doux. Sa peau creusée par les années demeure vive et soyeuse. Étonnamment, ses dents brillent de blancheur. Pourtant, son alimentation se compose de beaucoup trop de sucre. Salam Ouwa Maria a été battue, son mari tué, ses enfants aussi, sous ses yeux. Son corps endolori la fait encore souffrir. Elle en porte les marques dans le dos, mais elle sourit toujours. Comme Bernadette, elle sourit car c'est la seule richesse qui lui reste, celle qu'aucun n'a pu lui enlever dans la haine et la violence. À chaque femme rencontrée, un autre drame se révèle, un drame que revit Rodrigue aussi, lui qui est sans père et sans mère. Il traduit tout pour Nicole, même si c'est ardu pour lui d'entendre ces histoires horribles. La complicité tisse des liens serrés entre la Québécoise et le Burundais qui passent leur journée ensemble. Le soir, Rodrigue va à l'école. Nicole rentre chez Francine. Elle doit se coucher tôt. Elle en profite pour méditer sur ces rencontres. Comment l'être humain pouvait-il être aussi méchant, se demande-t-elle. Elle sait désormais pourquoi elle est venue au pays des 1000 collines. Il lui faut aider ces femmes. Si elle ne sait pas comment, elle finira bien par trouver une solution. Pleurant toutes les larmes de son corps, elle s'endort en priant. Oui, elle qui n'a jamais beaucoup accordé d'importance à la religion, elle a toujours été croyante, se tourne vers Imana. Chapitre 2. Célestin et Esther. Avril 1994. La tension pèse lourd sur le pays des 1000 collines, surtout à Kigali, la capitale.
les exactions se perpétuent. Et au matin, les restes macabres de la nuit sauvage jonchent les fossés. Des corps dépecés baignent dans leur sang mêlé à la poussière le long des chemins de terre qui relient les différents quartiers de la cité à feu et à sang. Célestin Ntawirema n'a que 11 ans. Longeant les murs et évitant les regards, le jeune Tutsi traîne dans les ruelles. Il demeure loin des artères principales. Ses parents et ses proches ayant été assassinés, l'orphelin est en danger. Depuis la mort du président Juvénal Habyarimana dans l'écrasement de son avion abattu par des missiles, la chasse est ouverte contre tous les Tutsis. Malgré tous ses efforts pour passer inaperçus, des miliciens Hutus l'attrapent dans un guet-apens. Encerclés, des fusils pointés vers eux, quelques dizaines de ressortissants Tutsis se retrouvent prisonniers. Assis en plusieurs cercles en pleine rue, ils attendent pendant des heures pour connaître leur sort. Une journée et une nuit passent sans savoir, sans boire ni manger. Puis au matin, les guerriers les font se mettre en peloton, puis les tirent. Les balles évitent Célestin de justesse. Dans la cohue, il se retrouve sous une pile de cadavres. Du sang mêlé à d'autres fluides et vidanges corporelles coule sur son visage. L'odeur de la mort, chauffée au soleil ardent de l'Afrique, est fétide. Il retient ses nausées. « Fais gaffe, lui chuchote un mourant. Ne bouge pas. Ils vont partir et tu auras la vie sauve. » Avant d'abandonner leurs victimes, des soldats aspergent les cadavres de pili-pili, de l'huile de piment fort. Si certains réagissent, ils font feu, s'assurant ainsi que ceux-ci sont bel et bien morts. La nuit venue, convaincu qu'il est hors de danger, Célestin s'extirpe enfin de sa situation inconfortable. Il court dans le noir, évitant toujours les lumières de la nuit qui ne servent de toute façon qu'à éclairer un spectacle désolant et lugubre. En 2004, Esther Mujawayo, une militante pour les droits des femmes victimes du génocide, côtoie les veuves rwandaises depuis 10 ans. Ces femmes qui ont tout perdu, mari, enfants et dignité, vivent dans des conditions plus que déplorables dans les quartiers délabrés de Kigali. Rescapée elle-même du génocide au cours duquel sa famille a presque été anéantie, il ne lui reste plus que ses 3 filles, ses 2 sœurs et une belle-sœur. Vivant désormais en Allemagne, elle essaie d'aider ces femmes qui vivent avec le sentiment horrible d'être en tort d'exister. Avec son association Avega Agaozo, elle apporte du soutien aux femmes survivantes. Blessées physiquement et moralement, considérées comme moins que rien, ces citoyennes de second ordre vivotent, survivent et endurent leur triste existence. Certaines sont séropositives parce que violées lors des tueries de 1994 et dépérissent à petit feu en attendant la mort. D'autres souffrent en silence tout en élevant des orphelins du génocide qui ne sont pas les leurs, mais qui ont besoin d'une famille. D'autres encore sont démentes, comme cette jeune femme qui s'appelle aussi Esther, seule fille rescapée de Bernadette, violée à plusieurs reprises par des miliciens. Elle vit dans la peur depuis 10 ans. Parfois l'angoisse qu'elle ressent encore, parce que ses cauchemars la hantent toujours, elle sort dans la rue, criant et hurlant sa peur devant les visages ahuris des gens qui la considèrent comme la folle du village. Bernadette, sa maman, que le corps meurtri lâche petit à petit, veille sur elle, se demandant qui en prendra soin quand la vieillesse aura eu raison de son cœur épuisé. Célestin rencontre sur sa route des troupes Tutsis, venues de Tanzanie et du Congo, qui lui offrent abri et nourriture. Le garçon se bat à leur côté pour mettre fin à la guerre civile, ce qui en fait un enfant soldat. À la fin du conflit, il traîne dans les rues de Kigali, mendiant, volant et se droguant pour engourdir la douleur de ses souvenirs atroces. Il retrouve le droit chemin grâce à une congrégation religieuse. Il finit ses études. L'artiste peintre, également chanteur et danseur, rêve de faire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.